Ah, j'adore celle-là. Dynastie des Tang joueuses de polo. Comme les chapeaux des femmes américaines qui protestent contre Trump, là. Un truc comme ça, avec deux points, et rose, pas rose, mais bon. Je suis étonnée, hein. Comment ils ont commencé à en voir. Regardez, ça que c'est joli. Et donc, manche. Elle a les épaulettes comme les toitures. Donc ici, on est sur les quoi? Tang. Encore. Un instrument de musique. Alors, on sent que là, c'est plus en capacité de synthétiser. Là. Donc, toujours sur papier, hein, toujours pas de repentir. Hein. Voilà, vous voyez, c'est les jeunes femmes sous un cerisier en fleurs. Encore aujourd'hui, quand c'est le printemps, que les cerisiers sont en fleurs, tout le monde va voir, regarder les cerisiers en fleurs. Ici, on voit bien l'architecture japonaise sera influencée par la Chine des 5 ans. On voit ça, vous verrez quand on ira au Japon, que c'est vraiment très apparenté. Donc, chaque fois, la petite enceinte, et puis le petit bâtiment. Donc, comme il y a beaucoup de relations à l'époque des Tang avec les autres pays, on a toutes sortes d'influences, hein, notamment des choses qu'on n'avait pas avant, des porcelaines en chaux. Alors, donc ça c'est quand tous les petits personnages, je vous ai dit, de la vie quotidienne ou les étrangers qui sont passés par là. Maintenant, si jamais ils doivent interpréter leur littérature, par exemple un thème héroïque, un guerrier, un gardien du temps, là ça change tout, vous voyez, qu'ils sont devenus, ce sont des personnages destinés à effrayer plus qu'à accompagner ici, hein, à défendre, on va dire, défendre le camp, comme ceci ici. Donc sur la période des Tang, on a des espèces de rois gardiens, avec, vous voyez, qui écrasent un petit démon. Ils ont des yeux grimaçants, les yeux qui sortent de leur orbite, des cris de fureur, laissant deviner la lentille. Le mouvement de la main droite qui a perdu sa lance, relevée vers l'arrière, s'oppose à celui de l'autre main, précieusement tournée vers la hanche. Ah oui. Voilà, plaisir de la cour des Tang au 8e siècle. Regardez-moi ça, quelle élégance. Je crois qu'à l'époque, au 8e siècle, chez nous, chez les Mérovingiens, ça ne devait quand même pas loin d'être aussi raffiné que ça. Oh là là. On a déjà vu tout à l'heure quand on avait l'histoire de la peinture, celui-là. Mais c'est de rouleau, hein. Lao Tzu, penseur chinois contemporain de Confucius et fondateur du taoïsme. Ses enseignements unis au bouddhisme indien. Voilà. Excusez-moi. Je vais glisser. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le Tao. C'est plein de petites phrases très amusantes. Voilà, c'est un peu compliqué si j'en utilise. Ça, je vous l'ai mis parce que il n'y a pas beaucoup de place de la religion chrétienne là en Chine. Mais là, vous voyez qu'ils ont quand même réalisé une stèle qui a été découverte en 1623, qui se trouve au musée Guimet. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est à partir de 781 qu'on va avoir une branche des chrétiens qui vont s'exporter jusqu'en Chine. Donc ça, c'est une stèle de 2,36 m de haut qui comporte 1900 caractères chinois et 70 mots en syriaque.
Elle fut enterrée probablement au moment de la grande persécution de 845, qui écrasa le bouddhisme chinois et causa l'expulsion des adeptes des religions étrangères, masléens, manichéens, chrétiens, syro-orientaux. Vous voyez, il y a eu au IXe siècle un grand nettoyage, on a mis en Europe tous les étrangers et on a enterré cette grande stèle qui évoque donc la propagation, on va dire, des échanges entre l'Occident et la Chine. Voilà, ici un magnifique masque funéraire féminin en bronze et argent doré. Ça c'est donc toujours une pagode, mais on est en 1001, 1055, c'est-à-dire au XIe siècle. Donc elle est aussi encore entièrement en briques, mais ici il y a des planchers et elle est donc caractéristique de l'époque Song. Vous venez de passer auprès des tags au Song en ce qui concerne cette pagode. Voilà, on est chez les Song. Voilà de nouveau une pagode octogonale. 84 mètres, c'est pas mal non plus. C'est la plus haute des pagodes anciennes. Et il y a toujours ces avant-toits qui sont constitués de couches de briques. Et on a un escalier dans ce cas-ci qui est logé dans la partie centrale de la pagode et qui, elle, est dotée de réelles fenêtres et de portes. Ce qui est la première, en tout cas, que je connais qui est ça. Voilà, la pagode du temple Kaiyuan dans le Hopei, toujours sur plan octogonal. On en parle dans les textes arabes du XIIe siècle. Et Marco Polo, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a séjourné au temps de l'empereur mongol Kubilai. Et donc sous les Ming, le déclin va commencer. Et on va interdire le commerce avec l'étranger, tout ça, donc on n'en va plus parler. Donc ça c'est des pagodes du temps de la dynastie Tang. Donc c'est ce qui précède l'invasion des Mongols. On a plutôt des petits pavillons avec des jolis jeux de masse de bâtiments avec les toits qui adoptent des formes multiples. Les toits vont devenir plus pointus, les saillies moins fortes, comme ici. Vous vous rappelez, tantôt les toits étaient franchement débordants. La maçonnerie plus abondante, en même temps le décor devient plus important. Voilà, ici un moine en bois, il y a la période Tang. Et voilà de nouveau ces peintures monochromes typiques de la peinture chinoise, qui me remontent le lien avec la nature. J'ai entendu un bouddhiste parler dernièrement, il expliquait que c'était un marin et il s'occupait de traiter l'eau de l'océan. Et il expliquait que il faisait des huîtres. Contemporain, travailler les huîtres, un bouddhiste, pas penser. Et le problème avec ces huîtres, c'est qu'à cause des tonnes de plastique qu'il y a dans l'océan, ça se désagrège et puis ces huîtres finissent par avoir tous les microplanctons, tout ça, ça se transforme en petites billes, si vous voulez, le plastique, et ça abîmait la nourriture de ces huîtres et de ces huîtres elles-mêmes. Alors il est allé replanter des arbres. Donc il y a la montagne, et la forêt, et puis la mer, comme souvent. Puis il est allé là, parce qu'il explique que tous les fleuves, toute l'eau, elle vient de la montagne, elle descend, elle se charge de tous les trucs des forêts, et elle vient à la mer. On sait ça que les fleuves vont à la mer. Mais lui, il dit, mais c'est important, tout ce que cette nourriture qu'apporte la montagne et la forêt à la mer. Et nous, peut-être, on n'a pas tellement l'habitude de relier ainsi la terre, la mer et tous les éléments de la nature. Comprenez ce que j'essaie de dire? Là, lui, il est allé replanter pendant 30 ans des arbres parce que, pour que justement ça revienne et que les rivières retransportent avec elles les nutriments nécessaires. Voilà. Donc, pour vous expliquer qu'ils ont une perception de la nature beaucoup plus. C'est pas comme nous, comme je disais toujours, nous, on est là au sommet de la pyramide, puis il y a les bêtes, les plantes, les rochers, et nous, on trône là. Là, en Chine, et en général d'ailleurs, ailleurs, il y a plutôt une communion avec le monde, vous voyez. Et voilà. Donc, un
Song. Les Song sont par du pouvoir qu'ils garderont jusqu'en 1279. Le fondateur de la dynastie se révéla un sage administrateur de l'Empire connu une longue période de paix. Ses successeurs seront refoulés vers le sud par d'autres nomades et repliés sur eux-mêmes, les artistes chinois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner aux traditions originelles. Et donc on a à nouveau des Bouddhas dans les blouses classiques. Voilà, une magnifique aiguillère en porcelaine blanche. Donc, la porcelaine, ça laisse passer la lumière, c'est translucide. Hein. C'est une terre, une caïna. Hein. De ces rouleaux de paysage. Archimotète Kuinian, non, Kuan-Yin, pardon. Voilà, une jatte émaillée. Un magnifique bodhisattva en bois. Encore un vase sombre. Donc c'est à l'époque que les Chinois vont développer la poudre à canon, l'imprimerie. Donc à l'époque, leurs villes sont vraiment plus importantes que chez nous. Hein. Par exemple, il y a 500 000 habitants à Hangzhou, ce qui est absolument énorme. Il y avait aussi beaucoup d'hommes importants en sciences, technologies, et ils ont décrit pour la première fois la boussole. Alors c'est incroyable, ce pays qui a inventé la boussole, le papier, l'écriture, tout ce qu'on veut. Seulement ils sont si traditionnels qu'ils n'en ont rien fait. C'est ça qui est dingue, quoi. Ils ont, soit parce qu'ils n'ont pas voulu en profiter pour développer, pour faire tout ça. C'est être dans la nature et que ça ne bouge pas, c'est ça qui les intéresse. Vous voyez, c'est que les choses ne bougent pas. Et donc, ils avaient tout inventé, mais voilà. À peine les moines cisterciens ont eu le papier, qu'ils ont inventé le truc hydraulique pour l'écraser, pour le produire. Vous voyez, ils en ont fait énormément chez nous, en Occident, quand on a reçu l'invention. Pareil pour les canons d'ailleurs. Écriture, calligraphie, porcelaine, les lettrés, les poèmes. Donc sous les Song, c'est vraiment une grande période intellectuelle, notamment pour toutes les questions philosophiques des classiques confucéens, Confucius. Et donc, puisque on repart sur Confucius, on oublie un peu Bouddha. Voilà. Donc, déclin du bouddhisme, considéré comme étranger et apportant peu de recettes pratiques aux problèmes politiques et sociaux. Le néo-confucianisme s'en inspira néanmoins fortement, ainsi que le taoïsme pour développer sa métaphysique. Donc toujours accentuation de l'obligation d'obéissance du sujet envers le souverain, de l'enfant envers les parents, de la femme envers le mari, des jeunes envers les aînés. Cette idéologie puritaine a sans doute longtemps entravé le développement social de la Chine. Elle fut jusqu'à la fin du XIXe siècle un facteur de stabilité sociale, mais aussi d'immobilisme institutionnel. Les doctrines néo-confuciennes ont eu un rôle dominant dans la vie intellectuelle en Corée, au Vietnam et au Japon. Et donc le confucianisme, ça va se répandre et ça bloque un peu les choses, si on peut dire. Ou ça les stabilise, si on veut dire joliment. En tout cas, moi je ne crois pas que j'aurais aimé être comme ça. C'est extrêmement lourd, hein, la hiérarchie à l'intérieur de la famille. Hein. Nous, on est trop fruit de la renaissance avec le sens de la personne. Savoir supporter un système où la personne ne vaut rien. Donc, on a quand même, pendant cette magnifique période, une esthétisation extrême appliquée à tous les aspects de la culture, de la vie quotidienne, des couches sociales élevées, bien sûr. Et là, je vous ai mis des brocards
de très très complexes, des sangs, des dessous, avec des métiers à tisser extrêmement savants, compliqués. Ici, mes images ont disparu. Ça, c'est Internet. Hein. Pour me protéger, sans doute, je sais pas. Alors, donc on a plutôt des pavillons, hein, avec des jolis jeux de masse, et des tout ça, on avait déjà vu la lien. Alors, la pagode multi-avantoir ressemble beaucoup à sa sœur, la pagode multi-étage. Elles sont généralement à la même dimension tout en hauteur. La différence s'opère, vous l'aurez compris, au niveau des étages. Si la pagode multi-étage présente bien des étages différenciés avec avantoirs et fenêtres, la pagode multi-avantoir possède une accumulation de très nombreux avantoirs sans marquage précis entre les étages. Donc vous avez des pagodes avec chaque fois des étages bien différents, hein, même parfois des petites fenêtres, et d'autres où il n'y a pas de marquage entre les étages, on ne sait pas, une petite pagode chinoise, on voit Ferré en 1606-1609. La Belgique, le roi Léopold, il avait vraiment des grands rêves pour la Chine et pour installer ses voies ferrées un peu partout. Marco Polo, ça c'est un manuscrit donc, du XIIIe siècle qui raconte le voyage de Marco Polo. Vous voyez, le manuscrit en luminet. Et ça, c'est le bouquin que je vous disais que j'ai lu en deux épisodes de Gary Jennings, Le voyage interdit, qui raconte tout le voyage donc de Marco Polo de Venise jusqu'en Chine, comment c'était à la cour et partout. C'est vraiment, comment vous dire, exotique, ça nous envoie vraiment c'est facile à lire, c'est des petits. Et parfois, c'est hot, comme je dis. Alors, le grand Khan, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, asservissait la Chine au joug mongol. Il fonda la dynastie des Yuan, qui écrasa le paysan sous des chartes intolérables. Donc, on est passé aux Yuan, et les Yuan étaient donc issus des Mongols. Ouais, magnifique pour se regarder, moi ça que les délicatesses et le beau travail. Vous venez au XIIIe siècle là. Ça correspond à peu près au début du gothique chez nous. Hein. C'est quoi quoi? C'est Guanyin. Guanyin. Bonne question. Ça doit être le lieu, Guanyin. Ou alors c'est l'auteur, ou alors c'est le lieu, je ne sais pas. Je ne suis pas, moi je t'en dis encore, sinophile. Le Guanyin,